les enfants ont-ils des droits? Bien sûr qu'ils en ont. Maintenant, tout le problème, c'est de savoir quels sont vraiment les droits qu'ils ont. Parce qu'ils n'ont pas tous les droits. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent réclamer parmi leurs droits et qu'est-ce qui est hors limite? Pour essayer de serrer le problème, on va commencer par le texte de la Gemara de Kedushim, à la page 29a, qui nous rapporte une braïta, qui nous liste un certain nombre de devoirs qu'ont les parents vis-à-vis des enfants. Donc, ce sont une partie des droits des enfants. La Gemara nous donne différents éléments. Premièrement, Av Chayav Bivno Limulo. Un père a le devoir vis-à-vis de son fils de le circoncire. Donc, premier commandement, première obligation est le droit à la circoncision pour l'enfant. Deuxième élément, l'ivduto, de le racheter, de faire le pidyon abel, si il est premier-né. Ou le lamdo Torah, et de lui apprendre la Torah. Ou le asio isha, et également de le marier. C'est une obligation du père de marier ses enfants. On précisera après la responsabilité de la mère et du père. Restons pour l'instant sur le global des parents. Ou le lamdo umanut, et de lui apprendre un métier. Veyesh omrim af leashito bamayim, et il y en a certains qui ajoutent également de lui apprendre à nager pour qu'il soit capable, en cas de naufrage, de sauver sa vie. On a là évidemment une liste de mitzvot bien précise. On ne va pas aujourd'hui rentrer dans le détail de la halakha sur chacune de ces mitzvot. Mais essayez de comprendre que ces mitzvot-là, en même temps, sont des têtes de chapitre. Avec 4 thématiques. Première thématique, une thématique identitaire, la Brit Mila et le Pidyon Abel, et je vais décliner tout ça ensuite. Une deuxième thématique, une thématique éducative. Ensuite, une thématique familiale, comment l'inscrire socialement dans la société à travers la famille en le mariant. Et une troisième sphère thématique qui concerne l'autonomie de l'enfant. Dans quelle mesure, par le fait d'apprendre un métier et de savoir nager, il peut devenir autonome. Et ce sont là les principales sphères de responsabilité des enfants vis-à-vis, des parents vis-à-vis des enfants, et donc les droits primordiaux des enfants vis-à-vis de leurs parents. On rentrera dans des éléments d'éducation dans la deuxième partie de mon propos d'aujourd'hui. Première chose, qu'est-ce qui se cache derrière la sphère identitaire? Ce n'est pas juste nous donner, évidemment, un ensemble de mitzvot, de dire, ben voilà, vous avez l'obligation de faire ci, faire ça. Parce que, au moment où ces mitzvot sont présentés, au moment où la Brit Mila est présentée à Abraham, on comprend bien que c'est une obligation pour chacun, et le texte le dit clairement, on devra faire la Brit Mila de tous nos garçons à 8 jours. Donc, c'est évident que c'est une mitzvah. Une obligation du père, parce que l'enfant n'a pas la possibilité de dire son opinion, et c'est une obligation du père et pas de la mère, pour un principe halachique différent. C'est qu'on ne peut pas avoir d'obligation pour une mitzvah pour quelqu'un d'autre si on n'est pas soumis soi-même à cette obligation. Comme l'homme, il a l'obligation de la Brit Mila, alors il peut être chaliar lui aussi et être responsable de la Brit Mila de son fils. Comme la femme n'a pas de Brit Mila, elle ne peut pas être considérée comme responsable vis-à-vis de quelqu'un d'autre d'un acte qui ne la concerne pas directement dans sa chair en tant qu'individu. Mais en même temps,
comprenons bien que derrière l'acte de la Brit Mila, il s'agit d'un engagement dans un projet de vie. N'oublions pas que la Brit Mila, Ve'i le'ot brit beni u benechem, c'est le signe d'une alliance entre moi, dit Akadosh Baruch Hu, et vous. C'est-à-dire que la Brit Mila est le signe de l'alliance, n'est pas l'alliance. L'alliance est l'acceptation de l'ensemble de la Torah. C'est l'alliance du Matan Torah au Har Sinaï qu'on va évoquer prochainement avec Shavuot. C'est ça l'alliance. La Brit Mila, c'est le signe de cette alliance, c'est-à-dire c'est le premier signe à 8 jours, et pas à une autre date, de l'engagement de l'enfant dans un projet de vie qui est déjà celui des parents. C'est le 8e jour, parce que ce 8e jour nous permet de sortir de l'état naturel qui correspond au chiffre 7. L'homme, dans sa globalité d'humanité, est créé à la fin du 6e jour, et la symbolique de la matérialité et de l'existence de la vie humaine sur Terre, c'est le chiffre 7, c'est l'ensemble de la création qui est fait pour l'homme. Le 8, c'est je fais un cran au-dessus de mon état de nature. Je fais quelque chose qui n'est pas naturel pour sortir de ma situation matérielle pour entrer dans une démarche d'échange de spiritualité. L'alliance, c'est faire rentrer la spiritualité dans sa vie matérielle. C'est-à-dire considérer que ma relation avec Dieu, elle est valable chaque jour de ma vie, chaque minute de ma vie, depuis ma naissance jusqu'à la mort. Je suis en relation avec Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas dans un état naturel. Je suis dans un état surnaturel, du dépassement, parce que la matérialité est complétée par la spiritualité. D'emblée, pour les parents, c'est faire rentrer son fils, son enfant, dans ce projet de vie qui va avoir comme mission, à l'intérieur du peuple juif, de faire partie de ce qu'on appelle Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, c'est-à-dire une nation de prêtres qui ont une mission vis-à-vis de l'ensemble des peuples de l'humanité, et Goy Kadosh, un peuple consacré au service d'Akadosh Baruch Hu, à cette mission de démontrer aux yeux des nations, aux yeux des hommes, que la vie avec Akadosh Baruch Hu, c'est possible. Ne pas faire rentrer son fils dans cette alliance par ce signe, c'est l'exclure du peuple juif. Donc c'est l'exclure, on parle dans la Torah de retranchement, mais c'est quoi le retranchement? Il n'est pas dedans, il n'est pas dans l'aventure, il n'est pas dans le projet et l'histoire familiale qui commence à Abraham Avinu et qui se terminera avec le Mashiach. Donc ce n'est pas un acte simplement obligatoire de rite, c'est un projet de vie et c'est une obligation des parents de faire rentrer son enfant qui fait partie de cette famille, qui est la sienne, qu'il a construit avec sa femme, dans ce projet de vie familial qui est le projet de vie du peuple juif. Ne pas lui faire la Brit Mila, ça voudrait dire cet enfant-là, il ne fait pas partie de la famille, il ne fait pas partie du même projet de vie que nous, donc c'est extrêmement important. Si le père ne remplit pas sa mission, pour des raisons diverses, le Beit Din doit assumer cette responsabilité. Parce que le Beit Din, le tribunal, est garant de la cohésion sociale du peuple. Donc il doit assumer cette responsabilité. Si même le Beit Din ne le fait pas, alors l'individu a l'obligation, lorsqu'il est majeur, de demander à ce qu'on lui fasse la Brit Mila. Parce que sinon, il n'est pas dans le peuple juif. Donc c'est un acte très, très fort au niveau de sa symbolique,
parce que c'est vraiment l'entrée dans un projet de vie. Donc c'est un droit de l'enfant. Un droit de l'enfant de ne pas être exclu de cette histoire familiale et de cette histoire de vie. Donc c'est, on le verra dans le prolongement de l'éducation, c'est l'entrée dans un modèle culturel, dans un modèle, dans un projet de connaissance. C'est vraiment l'amorce de quelque chose et c'est un droit normal de l'enfant dans ce cadre-là. La deuxième mitzvah, qui est dans la même sphère, c'est le Pidyon Haben. Pidyon Haben, le rachat du premier-né. Parce que le premier-né, s'il n'est pas racheté, il est consacré au service divin. Pas sacrifié, consacré au service divin, c'est-à-dire qu'il va vivre, à l'époque du temple, il va vivre avec les Kohanim. Il habite dans le temple, il doit être au service divin, il est comme s'il était un Lévi. Donc il est, là aussi, séparé de sa famille et entièrement consacré au service divin. Mais, en même temps, c'est l'exclure. C'est une élection qui exclut si on ne le rachète pas. Parce que d'abord, on se sépare de lui. Rappelez-vous, l'histoire de Hannah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui va prier au temple, et qui finalement obtient gain de cause, sa prière est entendue. Pourquoi? Parce qu'elle l'exprime, le fait que cet enfant, elle ne le veut pas pour elle, pour qu'il soit auprès d'elle toute sa vie, pour qu'il s'occupe de ses vieux jours, elle le veut pour qu'il soit consacré toute sa vie à Akadosh Baruch Hu. Et le petit Shmuel, lorsqu'il est sevré, donc à l'époque à 3 ans, il est amené par sa mère au temple de Jérusalem et il va vivre toute sa vie au temple de Jérusalem, dans la vie avec les Kohanim, avec les Lévi'im. Il aura un rôle, ça devient le guide, guide spirituel de la nation, c'est un prophète, c'est un chophète, c'est quelqu'un d'extrêmement important, mais du coup, elle l'amène à 3 ans au Kohen, elle lui confie l'éducation de son fils, mais elle se retire, elle ne l'a pas pour elle. Donc c'est dire, c'est une consécration, mais c'est une exclusion lorsqu'on n'est pas Kohen ou Lévi et qu'on ne vit pas dans le temple. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas? Il y a d'autres cas de consécration à Dieu à travers le Nazira, mais pas d'autres cas de consécration comme Shmuel, à ma connaissance, pas. Dieu, c'est le seul. Oui. Et parce que c'était la promesse qu'elle avait faite, et c'est ça qui a fait pencher la balance. Le fait de se décentrer, de dire je ne veux pas pour posséder, mais je veux pour donner, ça a changé, alors qu'elle était stérile depuis plus de 10 ans, ça a changé son statut et ça lui a permis d'avoir d'autres enfants. Et par la suite, bien sûr, ça a ouvert la voie, elle a pu avoir d'autres enfants, alors que là, elle souffrait de sa coépouse, de la deuxième épouse de son mari, qui s'appelait Pnina, et qui, elle, avait 10 enfants. Et donc, elle était malheureuse d'être celle qui ne peut rien donner au service d'Akadosh Baruch. Mais on nous dit aussi, attention, parce qu'un enfant premier-né, s'il n'est pas racheté, il doit être consacré à Dieu, donc il ne peut pas être dans la vie profane. S'il est dans la vie profane alors qu'il est consacré à Dieu, le Zohar nous dit qu'il est en danger. Le malheur à Mavet est à ses côtés. L'ange de la mort est à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'il doit être consacré à Dieu. Il ne peut rien faire d'autre que d'être au service du temple. Donc un enfant non racheté, c'est un enfant qui est en danger parce qu'il est exclu là aussi de la sphère familiale. Il n'est pas dans la mission qui devrait être la sienne, il est à contre-emploi, il est exclu de la relation à la matérialité parce que pour lui, tout doit être Kodesh. Il ne peut pas se confronter au Chol. C'est pour ça que là aussi, un enfant premier-né qui n'aurait pas été racheté, toute sa vie, il a le devoir de se racheter lui-même, enfin de demander, pardon, de faire en sorte d'être racheté à un Kohen, parce qu'il doit rentrer dans une situation cohérente par rapport à sa mission, par rapport à son rôle à l'intérieur du peuple juif. On voit bien que là aussi, c'est un droit de l'enfant d'être racheté, parce que c'est un droit de vie normal. S'il est Israël, il doit être
avec la masse du peuple juif. Et il a un rôle à jouer. Il est dans la confrontation avec la matérialité pour l'élever vers la spiritualité. S'il est Cohen, il est Cohen. C'est son rôle, c'est sa vocation, c'est sa mission. Chacun doit savoir où il est. Il n'y a que 3 catégories. Cohen, Lévi, Israël. Il faut qu'on soit dans la bonne catégorie en fonction de sa naissance. Et ça permet à l'enfant de se situer. Dans toute cette sphère identitaire, il est fondamental de savoir qui je suis, à quelle famille j'appartiens, à quelle catégorie à l'intérieur du peuple juif j'appartiens. J'ai besoin de savoir d'où je viens. Et donc, à partir de là, je serai en mesure de construire où je vais. Parce que sinon, je suis en porte-à-faux. Sinon, je ne sais pas exactement dans quelle catégorie je suis. Je ne sais pas exactement dans quelle famille je suis, dans quel peuple je suis. J'ai le droit à l'identité. On entend aujourd'hui les problématiques des enfants nés sous X, mais c'est le même problème. Un enfant né sous X, il ne sait pas tout à fait d'où il vient parce qu'il lui manque 1, voire 2 indications sur ses parents. Donc il est sans arrêt en quête. Il a besoin de s'inscrire dans une histoire familiale, dans une histoire d'un peuple, d'une région. Il a besoin de savoir qui sont ses géniteurs pour être lui-même, pour pouvoir devenir une cause lorsqu'on a compris qu'on était l'effet de quelqu'un. Un enfant, tout enfant est l'effet d'une cause de ses parents. Mais on ne peut devenir complètement cause, c'est-à-dire soi-même géniteur d'autres enfants, que lorsqu'on sait vraiment qui on est, d'où on vient, pour savoir ce qu'on va transmettre. Mais là, il manque un relais dans la transmission, et d'une certaine façon, l'enfant est en danger parce qu'il ne sait pas complètement qui il est. Et tout ceci va être complété par la sphère éducative. La Gemara rapporte une des modalités. Le père, là aussi parce qu'il a lui l'obligation, doit apprendre la Torah à son fils, à partir du moment où ce fils sera en mesure de commencer à apprendre. On le sait, les Pirkei Avot nous parlent de 5 ans pour étudier le Chumash, mais en réalité, on l'inscrit dans la Torah bien avant, puisque la recommandation, c'est que dès qu'il commence à pouvoir parler, et c'est bien avant 5 ans, le père va commencer par lui apprendre Torah Tziva Lanu, Moshe, là aussi, le connecter au sens. On ne devient pleinement soi-même qu'en sachant d'où on vient et en sachant le contenu de cette histoire familiale, le contenu de cette culture familiale. Mais attention, n'oublions pas que dans l'éducation, il y a 2 éléments, 2 mitzvot bien spécifiques et qui sont complémentaires. Mitzvat Chinur, mitzvat Limud Torah. Le devoir d'éduquer ses enfants, et ça commence avant la naissance, par la préparation du cocon familial pour qu'il soit prêt à accueillir l'enfant, parce qu'en se préparant physiquement dans sa maison, mais en se préparant aussi psychologiquement entre le mari et la femme, comment on va éduquer notre enfant? Qu'est-ce qu'on va donner comme éducation à notre enfant? Quelles vont être nos valeurs partagées avec cet enfant? Ça commence avant la naissance. Dès que l'enfant est conçu, on doit se préoccuper de ça. Et on n'attend pas qu'il sache parler, qu'il sache poser des questions. On prend les devants parce que, au-delà du bagage intellectuel qui va être transmis par le limud à Torah, l'étude intellectuelle de la Torah, il y a le chinour, c'est-à-dire l'apprentissage affectif des valeurs communes de la famille et du peuple dans lequel on est. Donc il y a bien là aussi ces 2 dimensions, le chinour, l'éducation, le chinour, c'est l'introduction, Chanukah Tabayit, c'est l'inauguration d'une nouvelle maison, Chanukah, c'est l'inauguration d'un nouveau temple. Le chinour, c'est l'inauguration d'une nouvelle vie qui doit être dans un cadre avec des valeurs, avec du sens. Il doit participer à la vie quotidienne, parce que ce n'est pas un jour à 5 ans ou à 10 ans qu'on se dit tiens, on va faire le kidouche. Non! Il doit
il doit le vivre avant de le comprendre. Parce que du coup, ça fait partie de son affectif. Ça fait partie de sa base d'attachement essentielle en tant qu'enfant. Parce que c'est une éponge sensitive depuis sa naissance. Il capte tout. C'est pas rationnel. Il va oublier. Après, tout ce qu'il a vécu avant 5 ans, il va l'oublier intellectuellement parlant. Mais son intérieur, son être sensible, son inconscient capte tout. Capte tous ces éléments d'information. Et fait que du coup, cet enfant, même si intellectuellement il peut être en débat, émotivement, psychiquement, il est attaché à une vie, à des odeurs, à un parfum, à une musique familiale qui se chante ou qui se parle ou qui se vit d'une manière particulière. Et donc ces deux éléments-là sont constitutifs de son éveil à la vie. On l'a engagé dans un projet familial avec la Brit Mila et avec le Pidyon Abel, mais il est encore inconscient. Progressivement, il va devenir conscient du projet de vie qu'on lui propose et qu'on va construire, pour lequel on va cheminer ensemble. Parce qu'on va avancer progressivement, on va lui donner, par l'accès au savoir, des clés pour comprendre le sens de l'engagement parental. Là aussi, c'est le père qui doit étudier, donc la mitzvah de transmettre le limoud, elle appartient au père, et s'il ne peut pas le faire, il va payer un professeur pour enseigner la Torah, la Mishnah, la Gemara, la Halacha à ses enfants, mais l'éducation, c'est familial, c'est global, c'est les deux ensemble, c'est pas un sans l'autre, c'est ensemble en essayant d'être en cohérence l'un avec l'autre, de manière à ce que la musique éducative que l'enfant va entendre, elle soit harmonieuse et pas dissonante et pas cacophonique. Il y a un droit à l'éducation. Et si l'enfant n'est pas éduqué, à partir de sa bar mitzvah, il a le devoir d'étudier par lui-même, de payer des maîtres pour apprendre. C'est son obligation. Tout le temps, tout individu doit étudier. Tant que l'enfant est mineur, c'est les parents qui doivent assumer les dépenses de l'éducation, le choix de l'école pour qu'ils aient la meilleure éducation en Torah. Pour le reste, on verra, c'est le sujet d'après. Donc on voit bien là aussi qu'il y a des droits. Et d'une certaine façon, un enfant pourrait reprocher à ses parents de ne pas lui avoir donné d'éducation juive, de ne pas lui avoir appris la Torah, parce que c'est une obligation que nous avons vis-à-vis de nos enfants. Bien sûr, il s'agit de l'emmener vers une étude dans laquelle il va pouvoir devenir progressivement autonome sans qu'il ait besoin du père ou du maître. Mais tout ça ne va pouvoir se développer que s'il y a la troisième sphère, la sphère familiale. C'est-à-dire qu'on l'accompagne jusqu'à ce que lui aussi soit en mesure, par le mariage, de fonder une famille. Et il appartient aux parents de marier leurs enfants. C'est-à-dire d'organiser le mariage, de payer le mariage. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait de payer un festin ou le mariage du siècle. On paye en fonction de nos moyens. Mais on doit faire en sorte de lui permettre de trouver un partenaire. On n'est pas obligé de lui présenter le partenaire. On doit le mettre en condition à double niveau. D'abord d'avoir une vie sociale qui va lui permettre de rencontrer des gens avec qui il va pouvoir se marier. Mais on a aussi une obligation, si on a l'obligation de le marier, de faire en sorte que psychologiquement, il soit en position de se marier. Nous ne sommes pas là pour favoriser le modèle du tanguy qui devient la mode, qui est l'adulte qui va rester chez ses parents jusqu'à 30 ans ou 40 ans. Donc il faut aussi apprendre aux enfants à devenir suffisamment autonomes, sans forcément rompre le lien familial, mais qu'ils aient la possibilité, qu'ils ne se sentent pas
prisonniers de leurs parents et que d'une certaine façon on les empêcherait de se marier sans rien dire, en les aimant, en leur disant oh, tu devrais te marier, mais là là, quand tu vas te marier, tu vas tellement me manquer, je ne sais pas si c'est une bonne idée, et puis celle-là, est-ce qu'elle est vraiment pour toi? Oh, tu es tellement bien que personne ne te va à la cheville. Tout ça n'aide pas. Et du coup, on a d'un côté l'obligation de le marier, puis de l'autre côté, on fait tout pour ne pas le marier. Parce que finalement, il ne peut rencontrer personne. Il est tellement génial, tellement beau, tellement intelligent, tellement bien élevé, tellement bien éduqué que qui va être à sa hauteur? Mais ça crée une dépendance. Nous ne devons pas créer cette dépendance. Au contraire, toutes les étapes sont là pour créer de l'indépendance. L'indépendance, ça ne veut pas dire de la séparation. La brit mila, c'est une manière de couper le cordon ombilical. La bar mitzvah a un peu plus de distance, il devient responsable et majeur. L'apprentissage de la Torah, ça veut dire qu'il va être capable d'étudier lui-même et de ne pas avoir besoin de demander systématiquement à son père est-ce qu'on peut faire ci ou est-ce qu'on peut faire ça. S'il le demande, c'est pas grave. Mais il doit être capable d'étudier par lui-même. Si je lui permets de se marier, c'est qu'il doit être capable de fonder une famille de manière autonome, sans manquer de respect à ses parents, sans forcément rupture affective, mais simplement dans l'amour de l'enfant, on veut lui donner la possibilité de devenir complètement adulte, complètement indépendant, même si on a envie de ne pas être si loin que ça de lui. Donc ça c'est le syndrome de la mère juive. Absolument. Donc il y a le droit à un accompagnement parental qui permette de se marier et de fonder une famille. Il faudrait plutôt lui dire essaye d'être à la hauteur de ton partenaire ou de ta partenaire. Quatrième sphère, la sphère de l'autonomie. Cette autonomie, elle se fait à deux niveaux. Premier niveau, avoir un métier, c'est-à-dire de devenir autonome économiquement parlant. Soyons clairs, apprendre un métier aujourd'hui, ça veut dire aller à l'école, avoir une instruction, faire des études, longues ou courtes, peu importe, mais être en mesure aujourd'hui de se mettre en condition d'apprendre un métier. Or, apprendre un métier aujourd'hui, ça passe majoritairement par des études de Chol. Ça veut dire que les études de Chol sont aussi une obligation pour les parents, parce que c'est lui donner les moyens de son autonomie économique. Et le droit à l'instruction générale, et donc le droit est un droit des enfants. Mais on voit bien que, et j'ai mis une deuxième mitzvah, la dernière mitzvah de la liste, apprendre à nager. C'est pas juste apprendre à nager à la piscine, c'est bien, c'est important. C'est un symbole. Apprendre à nager dans la vie. Savoir évoluer dans le monde social. C'est aussi ça. N'oubliez pas que dans les eaux, l'animal qui est cachère, c'est celui qui a des écailles et des nageoires. Les nageoires, c'est pour la mobilité. Les écailles, c'est pour la protection. Savoir nager, c'est aussi être capable d'être comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire être capable, dans la vie sociale, de se défendre, de s'enfuir, de se protéger, d'évoluer dans le monde sans être fragilisé parce qu'on n'a pas appris à nager. Ne pas apprendre à nager, c'est être en danger physiquement, parce que c'est important, mais c'est aussi savoir aujourd'hui se défendre par la bouche, par une défense physique si c'était nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit tous des ceintures noires de judo ou de Krav Maga ou de je ne sais quoi d'autre. Mais ça veut dire être capable de résister aux agressions, aux dangers, parce que sinon c'est mettre notre enfant en danger. Un enfant qui ne serait pas capable de résister à une insulte ou de s'enfuir face à une agression, quelque part, on le met en danger. C'est aussi ça, apprendre à un enfant l'autonomie. Alors, ça peut être informel, c'est pas forcément l'inscrire à tel ou tel cours et puis se dire, ça y est,
j'ai fait ma mitzvah, je l'ai inscrit au cours de judo, il doit se débrouiller, maintenant j'ai plus rien à faire. Non, c'est un mode de vie, c'est un exemple. C'est un ensemble de comportements de la part des parents qui doivent pouvoir l'amener à une forme d'autonomie et de survie dans le monde tel qu'il est. Si on fait déjà la première synthèse de tout ce qu'on vient de voir, on a dit que la sphère identitaire concernait l'engagement de l'enfant dans un projet de vie qui est celui des parents. Ça, c'est notre obligation et ça, c'est un droit des enfants. La sphère éducative vient préciser les moyens de cet engagement à travers l'éducation et l'instruction. La sphère familiale vient mettre en place les conditions de transmission de ce projet de vie. La sphère d'autonomie vient indiquer comment cet ensemble peut exister grâce à l'autonomie. On a donc là tout un ensemble de droits qui sont les droits fondamentaux d'un enfant. D'une certaine façon, on doit lui permettre de devenir un adulte responsable qui sait qui il est et qui sait à peu près où il va. On sait vraiment où il va qu'à la fin de sa vie, mais qui sait à peu près où il veut aller et dans quelle direction il va organiser sa vie. Mais pour que tout ceci soit réalisable, soit faisable, il manque des clés. Des clés du quotidien. Je vous en propose 3, ce ne sont pas forcément les seules. C'est les premières qui me sont apparues comme étant évidentes dans le cadre de l'éducation des enfants. Et qui vont nous permettre encore une fois de comprendre quels sont les droits des enfants et comment on va gérer ce droit et jusqu'où peut aller ce droit. Ces 3 clés portent la première sur la perception de l'enfant par rapport à l'adulte, la deuxième sur la posture relationnelle vis-à-vis de l'enfant, et la troisième sur la programmation de notre démarche de parents. Essayons d'expliciter ces 3 clés. De notre... J'ai pas entendu la fin. De notre... La troisième... Si vous me demandez du rôle de parent. De notre rôle de parent, sur la programmation de notre démarche de parents, j'ai dit, mais... Démarche. Mais on va revenir là-dessus, je vais réexpliquer ces 3 éléments-là parce que c'est important. Première chose, il faut répondre à la question, pour soi-même et pour lui, pour l'enfant, qui est l'enfant? Qu'est-ce que ça veut dire? Je précise, est-ce que l'enfant est un enfant, c'est-à-dire un être sans intérêt, puisqu'il va devenir intéressant que lorsqu'il va devenir majeur et adulte? Donc bon, c'est un mauvais moment à passer. Ça dure selon les personnes plus ou moins longtemps, mais bon, c'est un enfant, allez, il ne va pas s'intéresser à la vie familiale, aux discussions des adultes. C'est un enfant, c'est une sous-catégorie. Ou alors, est-ce que l'enfant est un adulte en devenir? Et donc tout ce qu'on regarde dans l'enfant, c'est l'adulte qui va devenir. Oui, mais en même temps, on n'est pas en train de faire du modelage, ni de la poterie. Donc on ne peut pas complètement façonner l'enfant. Ou alors, est-ce que l'enfant est un enfant? C'est-à-dire qu'il est lui-même à chaque âge. Est-ce que nous, à 20 ans, on est le même qu'à 60? Non. Donc, ça veut dire qu'à 20 ans, on est le futur senior de 60 ans? Ben non. À 20 ans, on est un être de 20 ans, c'est-à-dire avec une psychologie de 20 ans, avec des projets de 20 ans, avec une force physique de 20 ans, et on est un être à part entière au présent. La difficulté avec l'enfant, c'est qu'il est soit trop grand, soit trop petit. Mais il n'est jamais au bon âge. Ah ben non, quand tu étais bébé, c'était bien. Et il y a des parents qui n'aiment que les bébés. À d'autres, ah ben non, il n'est pas intéressant tant qu'il est bébé. Quand il saura parler ou quand il marchera, je commencerai à m'intéresser à lui. Ou quand je pourrai avoir une discussion d'adolescence, ça m'intéressera. Mais avant, ça ne m'intéresse pas. Il n'a rien à dire d'intéressant. Mais qui en est à ce moment-là?
On n'est personne. Parce qu'on est toujours dans une confusion. Première chose, l'enfant n'est pas un bien. Nous ne possédons pas d'enfants. Nous n'avons pas d'enfants. Nous avons mis au monde des êtres humains qui sont liés par un lien familial avec nous, qui sont nos filles ou nos fils, mais nous n'avons pas, comme si on avait un bien, comme si on allait pouvoir le monnayer, et comme si l'enfant nous appartenait, mais il s'appartient à lui-même. Et c'est difficile, parce que c'est une relation spontanée. C'est mon enfant, mon fils, c'est le meilleur, le plus beau, le plus intelligent. Ma fille, ah, cette merveille, cette perle. Donc on a l'impression que ça nous appartient. C'est grâce à nous s'ils sont beaux, intelligents et cultivés. Mais en réalité, on ne possède rien. Ils sont même le fruit des parents. Ils sont le fruit des parents. Mais ils sont eux-mêmes. Bien sûr, il y a un patrimoine génétique, mais leur personnalité, elle n'appartient qu'à eux. L'enfant n'est pas un objet à façonner. On ne va pas pouvoir le modeler, c'est pas de la pâte à modeler. Et je veux que mon enfant, il soit ça, ou il fasse ça. Je veux que mon enfant soit médecin, mais lui, il va être poète. C'est embêtant. Ou je veux que mon enfant fasse de la musique, parce que moi, je n'ai jamais réussi à en faire. Non, il n'est pas à façonner. Il n'est pas à construire. Janusz Korczak, dans Comment aimer un enfant, écrit la chose suivante. L'enfant est un parchemin étroitement rempli de hiéroglyphes, menus, dont on ne pourra déchiffrer qu'une partie. Tu arriveras à en effacer quelques-uns ou à en souligner quelques autres afin d'y insérer ton texte à toi. Mais je ne connais pas totalement mon enfant. Je ne peux pas totalement le modeler. Je lui indique une direction. Le parent est l'accompagnateur de ses enfants. Il propose des activités. Il propose des découvertes. Il propose des valeurs que l'enfant choisit en fonction de son tempérament, en fonction de son envie de nous faire plaisir ou de ne pas nous faire plaisir, en fonction de ses goûts, en fonction du contexte extérieur. Il construit son histoire de vie. Nous sommes là pour l'accompagner. Donc tout ce qu'on lui propose, on lui propose bien sûr un engagement identitaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'éducation neutre. On ne peut pas dire à un enfant « Ah ben je lui propose aucune valeur, quand il grandira il choisira ». Mais non, ça n'existe pas. Parce que cette non-valeur, c'est une valeur. C'est un déni de valeur. On essaye d'être nous-mêmes pour servir de modèle à l'enfant. Mais après, l'enfant construit sa partition. Il prend des notes, il met les siennes et il fait autre chose. L'enfant est un prochain comme un autre. Tu aimeras ton prochain. Tu ne molesteras pas ton prochain. Tu ne lui feras pas de tort. Tu ne feras pas de la shonara sur lui. Tu ne l'insulteras pas. Tu ne le frapperas pas. Tu ne lui feras pas honte en public. C'est un prochain comme un autre. Tu ne le voleras pas. Tu n'iras pas lire son courrier en cachette. Ni ses WhatsApp, ni son Instagram, ni tout ce que vous voulez d'autre. Je respecte. C'est un prochain comme moi. Moi, je ne supporterai pas. Je n'aimerais pas. Et je vais le faire à mon enfant. Pourquoi? Parce que je crois avoir un pouvoir ou un devoir sur lui. Mon devoir, c'est un devoir de proposition de modèle, d'accompagnement pour qu'il ne se mette pas en danger. Le parent, par excellence, est ce qu'on appelle aujourd'hui un tuteur d'attachement. Le tuteur, ça permet de grandir, droit, se sentir en sécurité. Mais à un moment donné, le tuteur, il ne sert plus à rien.
Parce que le tronc a grandi et que le petit tuteur, il devient ridicule. Mais le tuteur, c'est pas l'arbre. Il ne décide pas de ce que va faire l'arbre. Il l'aide à grandir dans de bonnes conditions. Pour qu'il soit épanoui, florissant et bien développé. On a un devoir de protection de nos enfants. Parce que comme vis-à-vis du prochain, tu ne vas pas mettre d'obstacle devant un aveugle. Mais l'enfant, il est aveugle. Parce qu'il ne sait pas tous les dangers. Donc je dois, moi, voir à sa place que ça c'est un danger et enlever l'obstacle. Ou le protéger lui pour qu'il ne tombe pas dans le trou. C'est mon devoir. Comme le prochain. C'est un prochain comme un autre. Je le dois considérer comme un être humain à part entière, à qui je dois protection, à qui je dois respect, à qui je dois de ne pas lui porter préjudice. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est du quotidien. Il doit devenir un adulte autonome, responsable. Je dois créer les conditions de cette marche vers l'autonomie et la respectabilité. Pour ça, j'ai 2 outils. La posture relationnelle et la Torah. Comment je mets les choses en musique de manière dans le temps. La posture, elle est donnée par la Gemara. Rabbi Shimon ben Eliezer nous dit, il faut spontanément repousser de la main gauche et retenir ou approcher de la main droite. Et je ne dois pas être manchot, la Gemara ne le dit pas. Celui qui repousse de la main gauche, c'est celui qui crée le cadre pour que la vie de l'enfant soit organisée. Tout n'est pas permis. L'enfant n'a pas tous les droits. Il doit se plier à un certain nombre de règles, qui sont des règles d'organisation de la vie familiale. Pendant que tout le monde dort, il ne doit pas se lever à 2h du matin, faire la java et prendre sa batterie et taper dessus. Parce que ça fait partie du respect de l'autre. Donc je dois lui apprendre les règles du vivre ensemble, au niveau familial comme au niveau de la société. Je dois définir un cadre, je ne peux pas tout permettre. Tout lui permettre, c'est le mettre en danger. C'est lui nuire. Maintenant, si je suis manchot et que je n'ai qu'une main gauche, je vais l'empêcher de vivre. Parce que je vais le cloîtrer, je vais l'enfermer dans un monde tellement cotonneux, tellement protecteur, qu'il ne va pas faire son expérience, qu'il ne va pas être confronté au monde extérieur, qui n'aura pas de respiration, de liberté, d'échange, de découverte du monde. Si je ne le mets que dans la main gauche, je l'étouffe. Avec la main droite, je vais le rapprocher. Parce qu'avec la main gauche, je l'ai tenu à distance. Avec la main droite, c'est l'amour, l'affection, l'image de soi positive que je dois lui renvoyer. C'est pas le génie du siècle, arrêtons. Il n'y en a pas beaucoup par génération. C'est quelqu'un de bien, qui, je l'espère, a au moins une intelligence moyenne. Je dois travailler sur sa culture. Je le trouve beau, c'est normal, c'est mon enfant. Maintenant, on n'est pas un concours de beauté, ça n'a aucun intérêt. Mais je dois, par l'affection, lui montrer qu'il compte pour quelqu'un. Il doit savoir qu'il existe pour quelqu'un. Aujourd'hui, c'est pour moi, parent. Demain, ce sera pour son partenaire, homme ou femme. Il existera pour quelqu'un, il existera toujours pour ses parents, mais avec un niveau d'existence et une modalité d'existence différente. Donc cette main droite, c'est ce qui rassure. Ce qui fait qu'il sait qu'à tout moment, il peut venir se mettre en sécurité, être protégé dans la sphère familiale, dans la sphère affective, qui lui veut du bien, parce que les parents veulent du bien, sauf ceux qui devraient consulter un bon psychologue. Mais sinon, les autres, ils veulent du bien à leur enfant parce que c'est leur enfant. Même si j'ai dit tout à l'heure qu'il ne leur appartenait pas, mais c'est l'être proche avec qui ils ont envie de vivre. Mais il faut les deux.
Parce que trop d'amour, ça étouffe. Parce que si j'ai trop d'amour, je ne vais plus savoir qui je suis. Je ne vais pas me donner la possibilité de progresser, parce que tout ce que je fais, c'est bien. Or, j'ai plus rien à faire. J'ai juste qu'à parader. Mais c'est pas ça la vie. Donc, de temps en temps, malgré l'amour de mes parents, ils vont me dire « Non, ça, c'est pas correct, parce que la main gauche est là. » Là, tu t'es trompé. Tu n'aurais pas dû faire comme ça, mais tu peux te rattraper, c'est pas grave, puisqu'il y a la main droite, je vais te ramener. Il faut les deux mains pour enserrer son enfant. Mais les deux doivent marcher de manière modérée. Elles doivent se réguler l'un l'autre. Alors parfois, ces doubles mains sont aussi les deux tendances des parents. L'un qui va être plus dans la main droite, l'autre qui va être plus dans la main gauche. Pourquoi pas? À ce moment-là, ça se régule. Mais déjà soi-même, on doit être dans ça. Si je considère mon enfant comme juste un bébé qui ne m'est pas intéressant, je suis dans le monde de la main gauche, je suis très loin, je le tiens à distance, tellement à distance qu'il se demande s'il a un père ou une mère. Et je ne lui donne pas la possibilité de s'identifier, de se construire positivement, puisque je le tiens à distance. Puisque c'est toujours le petit qui ferait mieux d'aller se moucher plutôt que de vouloir participer à la conversation des adultes. C'est pas possible, quoi. Il faut en permanence travailler cette posture, qui n'est pas simple. Parce qu'il faut quand même montrer que c'est aussi par affection que le cadre est nécessaire. Que le cadre n'est pas là parce qu'on est méchant, parce qu'on n'aime pas notre enfant, mais que c'est parce qu'on l'aime qu'on doit le mettre en confrontation avec la réalité, que la vie n'est pas douce, qu'elle est dure, qu'elle est difficile, et qu'il faut apprendre à vivre, et que empêcher de souffrir, c'est empêcher de vivre. Donc la souffrance, elle fait partie du monde. Il faut l'accompagner, parce qu'on doit la dépasser. Mais si on l'exclut de la souffrance, alors il ne vit pas. Il découvrira à quel moment que le monde peut être injuste, peut être dur, peut être difficile. C'est dans l'équilibre de ces deux mains que l'enfant va pouvoir se construire. Après, il faut mettre ça dans le temps. Le principe, vous le connaissez, il est dans Coëlette. Chanor le Nahar al Pidarko. Éduque l'enfant en fonction de son dérer, en fonction de son potentiel, en fonction de son niveau. Ne lui demande pas de résoudre une équation à 5 ans, attends qu'il grandisse. Ne lui demande pas d'apprendre par cœur 20 Mishnayot alors qu'il va réussir avec 2 Mishnayot. Quel est son potentiel? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une grande mémoire et tu vas la stimuler? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a du mal à apprendre, alors tu vas apprendre avec lui à son rythme? Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui le motive? Donne-lui ce qu'il aime, pas que ce qu'il aime, mais donne-lui ce qu'il aime pour l'accrocher, et après tu pourras faire passer le reste avec, parce qu'il l'aime moins, parce qu'il sera engagé dans une démarche. Chaque enfant a son rythme. Les enfants ne se ressemblent pas. Certains sont en avance, d'autres prennent leur temps. Et alors? Qui en dit qu'on n'avait pas le droit d'être dans la lenteur? On est aujourd'hui dans un monde qui veut toujours aller vite, 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 vite. Allez, maintenant il faut savoir lire à 3 ans. Peut-être qu'on va préparer les équations à 5-6 ans parce qu'il faut se dépêcher, parce qu'il faut avoir son bac le plus tôt possible pour pouvoir faire maths sup, des écoles ou l'école normale supérieure, où les NA maintenant ça va être supprimé, c'est dommage. Mais il faut tout faire. Avant 25 ans, si tu n'as pas fait 10 ans d'études supérieures, tu es fini. On a le droit à la lenteur. Si notre modalité, c'est la lenteur, chacun a le droit d'aller à son rythme. Certains vont aller en ligne droite, d'autres vont avoir un itinéraire plus bucolique, ils vont passer par les champs, ils vont passer par les petites routes. L'important, c'est comment on avance, comment on construit sa vie. Il faut aller selon le pas des enfants. Déjà, Yaakov, lorsqu'il rencontre Esav, Esav lui propose allons à Séhir. Il lui dit non, moi j'ai des enfants, et ce ne sont pas des petits-enfants, c'est des adultes, ils ont 20, 30 ans, mais je marche à leur pas. À leur pas physique, mais à leur pas psychologique, à leur pas spirituel. Est-ce qu'ils sont
bien équipés au niveau de leur spiritualité. De quoi je parle avec quel enfant? Est-ce que je m'adresse en fonction de son niveau de compréhension ou je parle en fonction de moi-même alors qu'il ne comprend rien? Alors on peut toujours dire oui, c'est pas grave, il ne comprend pas, sa neshama comprend. Oui, mais sa neshama, elle a besoin de s'appuyer sur un intellect qui comprend parce que c'est plus facile, c'est plus important. Si ma neshama comprend et que mon esprit à moi ne comprend pas, je vais quand même être assez embarrassé. Le rythme de l'enfant, le rythme de la progression, c'est aussi un droit que cela soit respecté par les parents. Les enfants ont plein de droits. Ils ont des devoirs aussi. On l'a vu précédemment avec le respect et le kavod, l'honneur qu'ils doivent à leurs parents. Mais ils ont aussi des droits importants, qu'on respecte leur nature, qu'on respecte leur disposition. Ceux qui ont des grandes capacités, il faut les encourager, il faut les entretenir. Mais tout le monde ne va pas devenir champion du monde à la course à pied. Certains vont réussir, d'autres vont moins réussir. Chacun doit pouvoir s'épanouir en fonction de ses prédispositions, en fonction de ses aspirations, de ses goûts et de son évolution propre. Alors oui, les enfants ont des droits d'avoir une éducation respectueuse, épanouissante, autonomisante. Ils ont le droit d'avoir une relation avec des parents affectueuse, valorisante et cadrante. D'avoir accès à l'étude Kodesh, Echol, pour avoir un métier. D'être accompagnés vers le mariage. Mais en même temps, ils n'ont pas tous les droits. Ils n'ont pas le droit de décider à la place des parents de ce qui est bien pour eux, en faisant de leurs parents des missionnaires, et en disant non, c'est moi qui sais ce qui est bien pour moi, toi tu sais rien. Ils n'ont pas le droit de refuser d'avoir un cadre éducatif, même s'il paraît toujours coercitif. Ils n'ont pas le droit de se mettre en danger physiquement ou psychologiquement, de réfuter, d'étudier, même si la mesure peut se négocier. Ils n'ont pas le droit d'avoir ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme si le monde leur appartenait. Ils ont le droit, dans un cas particulier, de désobéir aux parents. C'est dans la paracha de cette semaine. Ou face au Shabbat, si un père demande à son fils majeur de transgresser le Shabbat, il a le droit de lui refuser. Mais comment? Avec respect, avec honneur, pas en l'envoyant promener. Les enfants ont des droits, mais nous avons des devoirs d'éducation. Donc il faut que dans le respect de ces droits, nous puissions être en mesure d'accompagner nos enfants pour qu'ils vivent le temps présent pleinement, sans avoir sans arrêt leur projet d'avenir en face des yeux, parce que sinon, on va gâcher leur présent et leur futur à la fois. Merci.